Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Interview des auteurs, une série consacrée aux études françaises publiées récemment dans les plus grands journaux scientifiques. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Mathieu Jabodon-Gandet, anesthésiste réanimateur au CHU de Clermont-Ferrand, pour l'étude publiée en mai 2023 dans le Critical Care intitulée Thoracic Epidural Analgesia in Intensive Care Unit Patients with Acute Pancreatitis, the EpiPan Multicenter Randomized Controlled Trial. Professeur Mathieu Jabodon, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast pour la SFAR. Cette étude porte donc sur l'intérêt de l'analgésie périmédulaire dans la pancréatite aiguë. Et ma première question, c'est quels sont les éléments cliniques et les données de la littérature qui vous ont amené à proposer cette étude? Bonjour Léa, bonjour à tous et merci à l'ASFAR de me proposer de discuter de cette étude EpiPan en effet. Alors au départ, c'est une expérience déjà locale dans nos services qui a mûri la réflexion autour de cette étude. On utilisait déjà depuis un moment l'analgésie péridurale thoracique chez un certain nombre de patients et on s'était amusé à faire une photographie de cette expérience il y a quelques années. On s'était rendu compte qu'un tiers des patients avaient une pancréatite aiguë. En fait, l'utilisation de la péridurale dans la pancréatite aiguë, elle a été d'abord rapportée dans les années 50 chez l'homme, avec des résultats qui semblaient intéressants d'après les auteurs. Et puis, il y a surtout toute une littérature préclinique qui s'est ensuite associée dans ce domaine, avec des éléments comme une baisse de l'inflammation, une amélioration de la perfusion splanchnique et pancréatique, voire même une amélioration de la survie avec une analgésie péridurale dans des modèles porcins, par exemple. La question autour de l'étude EpiPan, c'était est-ce que finalement, au-delà de l'analgésie elle-même que pourrait procurer l'analgésie péridurale, est-ce qu'on pourrait espérer d'autres effets sur le devenir des patients de réanimation avec pancréatite aiguë? Comment est-ce que vous avez procédé pour le recrutement dans les différents centres? Alors les choses se sont faites vraiment par bouche à oreille, j'ai envie de dire. On était euh, sur le contact de centres amis. J'avais également contacté à l'époque, moi, le centre de Genève qui venait de publier une première étude randomisée contrôlée chez les patients, mais vraiment un tout petit effectif où ils avaient retrouvé des effets potentiellement intéressants sur la perfusion pancréatique. Et puis, on a réussi à s'assembler comme ça un certain nombre de centres. On était 11 au total, dont un centre en Belgique, un centre en Suisse, et puis les 9 autres en France. Alors c'est vrai que le montage de cette étude, il s'est fait comme ça se ferait probablement plus actuellement, je l'imagine, pour une étude de type RIPH1, grâce à un financement contrat de recherche SPAR et un appel d'offres interne du CHU de Clermont-Ferrand, que je remercie bien sûr, ces financeurs dans la gestion de cette étude, mais au final, des moyens, en tout cas financiers, probablement un peu légers pour une étude multicentrique, en tout cas si on devait la refaire aujourd'hui. J'en profite, bien sûr, puisque, comme je le disais, ce recrutement, il s'est fait grâce à un réseau de services amis et par le bouche à oreille. Et donc, vraiment, je remercie toutes les équipes de ces centres qui ont participé à l'étude, toutes les directions de recherche de ces centres et d'une autre, qui était le centre promoteur au CHU de Clermont-Ferrand. Et puis, bien sûr, remercier les patients et leurs proches d'avoir participé à cette étude. Dans EpiPan, votre critère de jugement principal était le nombre de patients sans ventilation invasive depuis la randomisation jusqu'à J30. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce critère de jugement? Alors, pour être honnête, au moment de construire cette étude, on a beaucoup tourné autour du critère de jugement et des calculs de puissance du nombre de sujets nécessaires qui allaient être nécessaires pour les évaluer. Et on était parti au départ sur la mortalité, puis sur des complications, quelles qu'elles soient, au cours des pancréatites. Et rapidement, ce sont des objectifs qui nous sont parus non réalistes, de par le nombre de patients qu'ils auraient nécessité d'inclure. Ce critère de nombre de jours vivants sans ventilation mécanique invasive, il a été pour nous intéressant parce qu'il nous semblait combiner et le recours à l'intubation si celle-ci était nécessaire, et la durée de ventilation, le cas échéant, et bien sûr la mortalité, puisqu'on avait défini que tous les patients décédés au cours de ces 30 premiers jours auraient zéro ventilator free days, comme cela se fait classiquement dans les études. En fait, ce raisonnement, il nous est venu à l'époque de données qui étaient disponibles dans un article de Boris Young et collègues publié dans ACCPM en 2011, qui s'était basé sur le réseau Séclin Sud-Est.
pour rapporter une mortalité chez les patients qui étaient intubés de 34%, alors que chez les patients avec pancréatite aiguë sévère mais non intubés, celle-ci n'était que de 3%. Et donc, on avait effectivement comme ça focalisé le critère de jugement principal, en tout cas, sur le retentissement respiratoire, parce qu'il nous semblait être très associé au pronostic des patients. Merci pour ces explications. Et donc, vous n'avez pas mis en évidence de différences significatives sur ce critère, mais après, l'ensemble de votre population a finalement été moins intubée que dans d'autres travaux. Le bénéfice attendu de la technique d'analgésie périmédulaire serait-il sur une sous-population plus restreinte de patients avec pancréatite aiguë grave que ceux qui ont été inclus? Alors en effet, les résultats, ils ont été un peu décevants dans ce sens. Enfin, ça apporte quand même des données bien sûr intéressantes dans cette littérature, mais il a été décevant parce que finalement, les valeurs médianes de ces jours sans ventilation mécanique à J30 étaient de 30 et 30 dans les deux groupes, interventionnel et contrôle. En pratique, 20% des patients étaient intubés au moment de la randomisation, et ça, c'était 20% c'était comparable hein, entre les deux groupes de l'étude. Et au total, sur le suivi des 30 jours après randomisation, 41 et 42% respectivement des patients ont dû être intubés au final dans les groupes interventionnels et contrôle respectivement. La mortalité, qu'on avait également, dont on avait fait l'hypothèse qu'elle soit à plus de 30%, hein, d'après les données que j'ai citées tout à l'heure, au moment où on a construit cette étude, au final, elle était dans cette cohorte uniquement, mais c'est déjà bien sûr pas mal, hein, de 12%. Et clairement, ces résultats-là nous ont fait perdre de la puissance et finalement restreindre les résultats finalement de cette étude à une population essentiellement non intubée. Alors, on peut discuter du pourquoi. Est-ce que c'est l'amélioration aussi de la prise en charge de ces patients avec pancréatite aiguë grâce à l'ensemble des recommandations émises au cours des dernières décennies? Est-ce que c'est un recours aussi plus fréquent à des techniques de support ventilatoire non invasif, la ventilation non invasive ou l'oxygénothérapie à haut débit? Il est clair que dans cette étude EpiPan, on avait des recours à ces stratégies non invasives qui étaient plus fréquents que les données à l'époque sur lesquelles on s'était basé pour construire l'étude. Donc, un critère de jugement principal, effectivement, négatif ou neutre, appelons-le comme on veut, mais en tout cas qui ne vérifiait pas l'hypothèse d'une efficacité de la péridurale, d'une stratégie intégrant la péridurale dans cette population. Est-ce que d'autres sous-populations pourraient effectivement être plus ciblées par cette intervention? Alors, bien sûr, pour répondre formellement à cette question, il faudra refaire des études. Cela va de soi. Si on s'intéresse aux analyses en sous-groupe, puisqu'on avait stratifié dans cet essai randomisé l'inclusion, enfin, la randomisation, pardon, en fonction du stade de sévérité, en fonction du score de Marshall, en fonction de la durée des symptômes à plus ou moins de 48 heures et en fonction du centre participant, bien sûr, on pourrait faire l'hypothèse, émettre l'hypothèse que en l'absence de différence d'organes, avec une strate de score de Marshall à 0, finalement, on a observé, nous, dans notre étude, plus de jours sans ventilation en cas d'intubation nécessaire dans le groupe péridural. À l'inverse, chez les patients qui avaient les niveaux de CRP les plus élevés au moment de la randomisation, en pratique supérieure à 230 mg par litre, qui était la médiane de ces valeurs dans notre cohorte, là, on avait à l'inverse moins de jours sans ventilation dans le groupe péridural. Est-ce qu'au final, ces résultats pointent vers un bénéfice potentiel chez les patients peut-être les moins graves, ceux qui présentent le moins de défaillance d'organes? C'est une hypothèse qu'il faudra confirmer. Ce qui est sûr, et il faut être honnête vis-à-vis de ça, c'est une hypothèse qui est à l'inverse de celle qu'on avait faite, nous, dans cette étude EpiPan au départ. Merci pour ces éclairages sur vos résultats. Euh, de façon plus large, quelle population de soins critiques, si on met à part les patients de post-opératoire de chirurgie programmée, pourraient, selon vous, bénéficier ou à qui on pourrait proposer de l'analgésie périmédulaire? Alors, si on s'en tient à la littérature actuelle et aux recommandations actuellement disponibles, et notamment celle de l'ASFAR en 2015 sur la prise en charge des traumatisés thoraciques et de leur prise en charge au cours des 48 premières heures, une des indications qui paraît claire, qui est un grade 1 hein, à l'époque, c'est de proposer une anesthésie loco-régionale chez des patients à risque et qui ne présentent, pardon, ont une douleur incontrôlée dans les 12 heures suivant leur traumatisme thoracique.
Alors la SFAR, dans ses recommandations, elle propose en cas de fractures multiples, bilatérales surtout, le recours à l'analgésie péridurale. Il y a d'autres anesthésies locaux-régionales qui peuvent être proposées en cas de lésions plus unilatérales ou unifocales. Mais ça, c'est clairement la prise en charge du traumatisé thoracique, une des indications en dehors de celle effectivement du patient admis en post-opératoire en réanimation. Après, les indications finalement d'une analgésie multimodale et qui pourrait potentiellement comporter une anesthésie, une analgésie péridurale, finalement, elles sont probablement bien plus larges que ça. Mais là, on manque clairement de littérature et c'est dans ce sens-là que s'inscrivait l'étude EpiPen. Et ça représente, je pense, en tout cas, nous, c'est notre cas dans notre centre, des indications assez nombreuses finalement, des tableaux parfois de péritonite. Je pense notamment aux péritonites secondaires, voire tertiaires, avec de multiples reprises, des pansements douloureux, etc. Là, c'est clairement, nous, une utilisation qu'on en fait, en tout cas en pratique, mais là encore, il manque de données, puisque bien sûr, les éléments qui peuvent faire peur en réanimation, et il vaut mieux en avoir peur et prendre toutes les précautions possibles, c'est tout ce qui va tourner autour du sepsis, des troubles de coagulation ou des troubles de la vigilance. Et là, on manque, c'est vrai, pas mal de données. Et c'est en ce sens que l'étude EpiPen, même si elle est négative au final, apporte en tout cas quelques éléments supplémentaires pour cette pratique en réanimation. Je vous remercie pour ces réponses très claires à nos questions. Donc, vous pouvez lire cet article EpiPen dans Crête Calcaire de mai 2023. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews du comité Réa de la SFAR.